brightest day In blackest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil hide. Beware my power. green lantern Listen. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Eh bah bien le bonjour les Inxéos. Aujourd'hui, une deuxième petite vidéo qui ferait presque écho à celle que j'avais faite précédemment, vous savez, dans laquelle je mentionnais le sujet du Comics Accurate, du Real DC Fan, you know. Une vidéo qui est toujours reliée, alors de loin, à l'actualité brûlante du moment, à savoir la sortie du film Superman de James Gunn, évidemment. Qu'on l'aime ou pas, ce film, force est de constater que ça reste un événement dans la sphère comics qui soulève avec lui son lot de sujets de débat intéressants. Alors intéressant si tant est qu'on parvienne à se hisser au-dessus des traditionnels guéguerres de chapelles débiles et stériles. Moi je suis un vrai fan, pas toi, et tu n'as pas compris la vision de Gunn parce que c'est Comics Accurate. Bref, on va essayer de se hisser au-dessus de tout ça les petits gars. Et donc parmi ces sujets intéressants, eh bien, il y en a un qui me tient à cœur particulièrement, c'est celui, aussi épineux qu'il soit, des origin stories. Il y a très clairement deux écoles à ce sujet. Il y a la team James Gunn, qui déteste les origin stories, il le revendique lui-même dans une interview que j'ai lue peu de temps avant d'aller voir le film, dans laquelle il expliquait que le public n'avait pas besoin de se retaper une énième fois le parcours de Kal-El ou de Bruce Wayne, etc., etc. Ce que je peux parfaitement entendre. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire qu'il a tort et que j'ai raison. Attention, je suis juste là pour vous dire ce que je pense de tout ça, évoquer mon avis dans un débat constructif. Moi, vous l'aurez compris, alors, il y a beaucoup de gens qui savent pertinemment ce que je vais dire dans cette vidéo parce qu'ils me suivent régulièrement. Quand je fais des lives, ils sont là dans le public. Et du coup, je fais cette vidéo pour les gens qui auraient la flemme de se taper 3-4 heures de live juste pour savoir ce que je pense en fait vis-à-vis de ce sujet. Ok, ça permet d'avoir des petites vidéos de 20-25 minutes plus ciblées, plus faciles à trouver et plus accessibles pour tout le monde. Plus lisibles. Bref, moi vous l'aurez compris, je suis clairement de l'autre école. Moi, je suis 100% origin story. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est primordial pour moi. C'est pas question d'être important une origin story. C'est question que c'est primordial, c'est vital, c'est essentiel, bordel de merde. C'est crucial. Vous prendrez l'adjectif que vous préférez. Vous n'êtes pas sans savoir que l'univers d'ici c'est quelque chose qui est extrêmement foisonnant, qui est illimité. On a eu des milliers de versions de nos personnages préférés, que ce soit Superman, Aquaman, Batman, etc. Même des fois dans une même continuité, dans une même timeline, il y a plusieurs versions du même personnage. Voilà. On a eu les animés, les adaptations cinématographiques, les séries, des romans. On a eu énormément de choses. Vous savez, dans ma collection, vous savez ce que j'ai aussi ? J'ai carrément, alors c'était un produit promotionnel pour le film Aquaman. C'est sorti en tant que tel. C'est un petit bouquin qui fait office de journal intime du jeune Arthur Curry. La première fois, il rencontre Vulko, etc. Et c'est vous dire si il y a énormément de produits dérivés en fait qui concernent nos personnages et de ce fait toutes les versions qui vont avec, toutes les variations de personnages qui vont avec. Je vous apprends rien, c'est juste pour établir une base à mon discours que je vous dis ça. Même s'il y a des canons qui se dégagent, donc là ça fait écho à la première vidéo, je vous parlais des canons qui se dégagent sur l'historique d'un personnage tout au long de sa carrière, des grandes lignes, même si on les connaît, certes. Il y a quand même suffisamment, à mon sens, de spécificité en fonction des versions pour que ce soit intéressant à creuser et pour que ça modifie en profondeur le personnage sans même qu'on puisse s'en rendre compte. On va prendre l'exemple de ce qu'a fait notre ami James Gunn dans le film Superman 2025. Il a épousé la forme de l'origine story canon de Superman. Les parents, elles, mettent le bébé dans le vaisseau, ils l'envoient sur Terre. Dans un premier temps, c'est pour le sauver, pour lui sauver la vie et... comment dire, le soustraire à la destruction de Krypton, si je puis m'exprimer ainsi. Et le deuxième objectif, généralement, c'est pour que la civilisation kryptonienne perdure à travers leur enfant, à travers Kal-El en fait. C'est-à-dire, c'est ce que le Jor-El Marlon Brando ou le Jor-El Russell Crowe disent à leur gamin. S'il le place dans le vaisseau, tu emmèneras la lumière, en très gros le savoir kryptonien, dans le monde des hommes. Tu les aideras à s'élever.
Les Kryptoniens, ils ont toujours été très condescendants. Et il y a de quoi, c'est un peuple qui est extrêmement puissant, c'est un des peuples les plus savants de l'univers, on imagine, dans l'univers d'ici. Et c'est pour cette raison qu'ils sont par nature condescendants avec toutes les races qu'ils considèrent comme inférieures. C'est condescendant, c'est pédant, c'est même méprisant, notamment vis-à-vis de la race humaine. Hein. Quand on dit à Kal-El, quand Jor-El dit à Kal-El, tu le ramèneras à la lune, tu les guideras vers le soleil, ça veut dire que sans lui, en fait, on est des merdes, on est perdus. Donc c'est toujours condescendant, mais pas forcément malveillant. Ça ne l'est même pas du tout dans le discours de Jor-El Marlon Brando et de Jor-El Russell Crowe. C'est bienveillant, le but c'est de apporter un plus à la civilisation humaine. James Gunn, il a pris le contre-pied de ça. Alors là, je me fie à la lecture simple du film. Peut-être que le message a été altéré par Lex Luthor, peut-être que le message a été altéré par l'ingénieur et qu'on en saura plus dans les suites. Mais pour l'instant, moi je me fie à ce que j'ai vu dans le film et il est avéré, et c'est même confirmé par Mister Terrific en personne, que le message est authentique. Et donc ce message, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien il dit que Kal-El doit presque réduire en esclavage en fait les humains parce que ce sont des sous-merdes, c'est une sous-race et du coup voilà, fais-toi un harem, réduis-le en esclavage, tu seras leur dieu. C'est un peu le même discours que n'importe quel Jor-El, mais on va quand même plus dans les extrêmes et là on ressent quand même le côté malveillant. Il ne nous veut pas forcément du bien, tu vois. Moi ça me dérange. Clark qui reçoit son éducation de ses parents terriens. Il a quasiment rien en fait de kryptonien, si ce n'est évidemment l'anatomie, la physiologie, les super pouvoirs, etc. Mais voilà, il reçoit une éducation purement terrienne. Il se considère lui-même comme un terrien finalement, plus que comme un kryptonien, vous connaissez l'histoire, ouais. Mais moi je ne suis pas pour balayer d'un revers de main complètement son héritage kryptonien. Et ce que j'entends par héritage kryptonien, eh bien c'est ce qu'il y a dans l'ADN de Jor-El. Je vais vous expliquer. Jor-El pour moi, c'est un des rares kryptoniens, peut-être même le seul, qui n'est pas complètement suprémaciste. Il est condescendant vis-à-vis des races inférieures, ok, mais il n'est pas forcément malveillant, comme je disais. Ce qui peut le différencier des autres kryptoniens. Des mecs comme Zod ou d'autres, hein, bref. Il a cette ouverture d'esprit que n'ont pas les autres, que n'ont pas ses compatriotes, Jor-El. Et pour moi, c'est ça l'héritage kryptonien de Kal-El. C'est ça qu'on lui transmet par les liens du sang, en fait. C'est cette propension à pouvoir t'ouvrir plus facilement au monde qui t'entoure. Et je trouve ça dommage que là, avec le parti pris de James Gunn, eh bien, à la fin du film, on se retrouve avec un Clark qui balaye d'un revers de main, en fait, ses parents et de ce fait son héritage kryptonien. Ce sont tous de parfaits fils de pute, j'ai plus rien à faire avec eux, je les remplace, aussi bien dans mon cœur que dans ma tête, par mes parents adoptifs qui sont mes vrais parents. Ça je suis d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est quand même dommage de rien faire en fait, de cet héritage kryptonien. Puis moi j'aurais voulu avoir un Superman qui à un moment donné va se poser des doutes sur qui, va se poser des questions, va avoir des doutes sur qui il est, d'où il vient. Moi je compare ça à un gamin qui a été adopté, qui vient d'une autre civilisation, d'un autre pays. À un moment donné, il y a souvent un moment clé comme ça, généralement c'est à l'adolescence, le gamin va se poser des questions, il va avoir envie de faire ce voyage, de retourner dans le pays de ses ancêtres pour apprendre à connaître le bain civilisationnel et culturel dans lequel il est né, tu vois. Et j'aurais aimé, bon alors là Krypton est détruite, vous allez me dire, donc c'est compliqué, mais je pense qu'il y avait quand même d'autres moyens d'amener ça et de voir Superman qui essaye de savoir s'il n'y a pas d'autres Kryptoniens comme lui dans l'espace, tout simplement. J'avais bien aimé l'idée dans Superman Returns que Kal retourne à l'emplacement de Krypton pour voir ce qu'il en reste. Malheureusement pas grand chose que des débris, même si évidemment c'était un peu con parce que du coup au passage ça voulait dire qu'il laissait la planète Terre aux mains des super vilains. Il laissait la planète Terre sans protection. C'était assez inconsidéré, assez inconscient de sa part. Là je suis d'accord avec vous, mais là dans le Gunverse ça pourrait être fait étant donné qu'il y a d'autres super-héros en place qui peuvent protéger la planète pendant son absence. Mais là j'ai l'impression vraiment qu'il s'en bat les couilles du coup de son héritage kryptonien. Bref, tout ça pour vous dire que l'origin story, on la connaît. James Gunn il a épousé la forme traditionnelle de l'origin story de Superman, mais il a modifié cette petite aspérité qui pour moi peut apporter de vrais changements
dans la caractérisation du personnage. Un autre exemple, Bruce Wayne. Est-ce que ses parents ont été tués parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment par un clochard? Généralement c'est Joey Chill qui se dégage dans les canons. Et c'est juste la faute à pas de chance. Donc là ça voudrait dire que Batman est né en fait parce que c'est la faute à pas de chance. Donc Batman est né de manière assez aléatoire. C'est un coup du sort, un coup du destin. Ou alors est-ce que ses parents ont été tués par un coup monté, probablement perpétré par une autre famille puissante de Gotham comme les Cobblepot ou les Falconets, peu importe. Vous voyez, un coup monté pour prendre le pouvoir d'influence sur Gotham. Ça aussi c'est une vision qui est assez intéressante, je trouve. Et là aussi ça va modifier quelque part l'ADN de Batman. Est-ce que Bruce Wayne est devenu Batman par hasard? Ou est-ce que Bruce Wayne est devenu Batman parce que déjà Gotham City était pourri, tu vois? Et ce qui crée déjà un antagonisme avec le pingouin. Un antagonisme familial. C'est dans ses gènes du coup de ce fait, sachant que c'est les Cobblepot qui auraient mis à mort ses parents, eh bien tu vois, ça crée une vraie rivalité profonde avec le pingouin. Tu vois, ça va modifier des choses. Moi ça me fait penser un peu à... C'est des tout petits détails, vous allez me dire, mais sur le long terme ça peut prendre des proportions énormes. Ça me fait penser à l'effet papillon. Vous savez, la citation c'est un battement d'aile d'un papillon à tel endroit, eh bien ça provoque un tsunami à l'autre bout du monde. Moi je vois ça un peu comme ça en fait. C'est pour cette raison que j'ai besoin qu'on me raconte l'origine story de A à Z du personnage, sachant qu'en plus là on est sur un nouvel univers, une nouvelle version du personnage. Certains me diront le Superman de James Gunn c'est le plus comics accurate, encore un truc qui veut rien dire. Bref, ça reste aussi fidèle qu'il puisse être avec les canons du personnage, ça reste le Superman de James Gunn. Preuve en est, il a modifié ça concernant les L. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même s'il est extrêmement fidèle au canon des comics, ça reste une version propre à James Gunn, quoi qu'il arrive. Donc je veux que James Gunn il me raconte son personnage de A à Z. Pas qu'il se contente de dire j'ai modifié des choses, mais j'ai repris les grandes lignes. C'est trop facile, c'est trop facile. Va dans le fond, bordel de merde. De toute façon, c'est ce que je reproche à James Gunn sur son film, c'est de jamais aller dans le fond des choses. Et quand on parle d'origin story, on parle pas forcément que de la naissance. On peut parler aussi d'une période qui est très importante, qui est l'adolescence. Les petits gars à l'adolescence, c'est quand même la période pivot qui te fait passer de l'âge, enfin qui te fait passer du stade d'enfant à l'âge adulte. Il se passe énormément de choses dans l'adolescence qui vont te façonner, qui vont contribuer à faire de toi l'homme que tu vas devenir plus tard, tu vois. Et ça, je veux le voir. Moi, j'avais adoré la série Smallville pour ça, mais une fois de plus, on ne peut pas se contenter de la série Smallville puisqu'elle n'a rien à voir avec le Superman de James Gunn. Donc moi, j'ai envie qu'on me raconte l'adolescence de Clark, ses coups de cœur, comment il est tombé amoureux de Lana, pourquoi est-ce qu'ils ont rompu. Est-ce qu'ils ont rompu parce qu'elle connaissait pas son identité, il n'était pas encore Superman, mais elle connaissait son secret, Lana, et ça lui a fait peur? Ou est-ce que c'est lui qui a préféré la préserver, donc de ce fait c'est lui qui a rompu? Est-ce qu'il avait des potes quand il était adolescent? Est-ce que quand il était gamin il se prenait des branlées par le père Kent? Tu vois? Alors il lui en mettra qu'une de fessée, parce qu'après il va finir à l'urgence, il aura le poignet défoncé. Mais vous voyez, c'est des trucs que moi j'ai besoin d'avoir. Ça me permet de connaître le personnage en profondeur et de savoir pourquoi plus tard, au sein d'une scène d'action par exemple, ou au sein d'un affrontement, eh bien, il va réfléchir et opérer de la sorte. Peut-être que je trouverai des explications dans la façon dont je l'ai vu grandir, tu vois. Et c'est essentiel aussi pour que tu puisses t'attacher à ce personnage. Ça permet un développement sur le long terme. Il n'y a rien de plus attachant que de voir le bébé là dans son vaisseau, de voir tout le drame de la situation. Moi j'adore cette scène dans Man of Steel où Lara elle en pleure parce qu'elle vient de mettre au monde son gamin, et là elle est déjà en train de lui dire adieu, quoi. C'est mais d'une brutalité mais inouïe. Et moi j'ai besoin, vous savez, d'avoir ce lien avec le personnage sur le long terme, quoi. Je vais vous donner un exemple. Moi j'avais écrit, vous savez, mon DCU, ok. Et dans mon DCU, c'était Darkseid qui causait la destruction de Krypton. En fait, j'avais fait ça pour lier Darkseid et Superman, créer cet antagonisme fort. C'est quand même Darkseid qui a détruit ta planète, gros, et qui a tué tes parents. Donc je voulais créer cet antagonisme fort entre Darkseid et Superman, qui aurait mené à quoi sur le long terme? Eh bien, à un duel final. Dans le dernier film de ma saga, on aurait eu, sur le grand final, un 1 versus 1 Superman Darkseid. Avec cette symbolique forte, cette revanche. Et Superman aurait été le fil rouge de toute ma saga, évidemment. Mais là,
étant donné qu'on n'a pas l'origin story dans la saga de Gunn, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué de créer comme ça des rivalités fortes et de créer aussi de l'affect entre le personnage et le spectateur. Parce que j'ai beau avoir Corinne Sweat qui m'explique qu'il chie et il pète comme tout le monde, et il dort comme tout le monde, et il en baffe comme tout le monde. Bon, tu restes Superman, gros, calme-toi quand même. Non, mais parce que, tu vois, ça m'énerve aussi, cette hypocrisie. Oui, t'es élevé comme un humain, mais je pense que tu n'en es pas un. Tu penses en être un, mais physiologiquement et anatomiquement, tu restes Superman. Tu peux pas te couper, tu te chopes jamais une putain d'angine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis on peut aller plus loin aussi. Comment Clark a-t-il séduit Lois? Moi, j'ai besoin de le voir, ça. Là, on arrive au milieu d'un couple qui est déjà en train de casser. Mais moi, je veux savoir si cette Lois, elle est tombée amoureuse de Clark ou si elle est tombée amoureuse de Superman. Est-ce qu'elle a été séduite par son collègue de travail, le simple humain, entre guillemets, ou est-ce que elle n'avait Dieu que pour le surhomme? Le simple fait de savoir ça, ça peut m'en dire long sur Lois, ok? J'aurais pas le même rapport vis-à-vis d'elle. Et ça, c'est le genre d'élément que tu creuses dans une origin story. Ce Lex Luthor, comment il s'est fait? C'est pas le même personnage si jamais il a hérité de l'argent de son papa, ou s'il s'est fait lui-même à la sueur de son front et à la force de ses poings. Est-ce qu'il a tué des gens pour en arriver là, ce Lex Luthor? Ou est-ce que c'est devenu un criminel quand il a commencé à avoir la folie des grandeurs? Ou est-ce qu'il avait déjà un penchant un peu psychopathe quand il était enfant, quand il était ado et quand il a commencé à se construire? J'ai besoin de savoir tout ça pour mieux cerner les personnages et pour avoir de l'affect, pour qu'il y ait un vrai lien qui se tisse entre eux et moi. Voilà pourquoi, pour moi, une origin story, c'est primordial, vraiment. Surtout quand on parle des gros personnages comme Lex Luthor, Lois Lane, Clark Kent. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, quoi. On n'est pas en train de parler de Kendra Saunders, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis je pourrais prendre un autre exemple encore plus évocateur, Aquaman. Aquaman, il a eu 3 origin stories complètement différentes. Une dans laquelle, qui est d'ailleurs ma préférée, dans laquelle on explique que c'est l'enfant de 2 Atlantes. Donc il a une physiologie 100% Atlante. Et qui plus est, c'est l'enfant d'un Atlante qui est surpuissant, qui s'appelle Atlan, qui est une espèce de magicien très très puissant qui traverse les époques sans vieillir en fait. C'est un être immortel. C'est presque un demi-dieu en fait, Atlan. Et c'est ce qui explique pourquoi Aquaman, c'est pas juste un simple Atlante. Parce qu'Aquaman, c'est pas juste un simple Atlante, c'est un super-héros Atlante. Donc il est plus puissant, il est plus fort que n'importe quel boulanger Atlante, tu vois ce que je veux dire? Et dans l'origin story de Geoff Jones, on ne me l'explique pas cette surpuissance. Enfin, l'origin story de Geoff Jones, c'est celle de 59, de Bernstein. Mais en fait, j'ai du mal avec l'origin story canon, celle que vous connaissez tous d'Aquaman, parce qu'on me dit que c'est l'enfant à la fois d'un humain, un gardien de phare, et d'une Atlante. Ça veut dire que son sang Atlante, les Atlantes, c'est une race qui est supérieure aux humains. Ils sont plus résistants, enfin voilà, ils ont un savoir qui leur est largement supérieur, etc., etc. Donc là, on est en train de me dire que le Aquaman, dans la version canon, il est issu, c'est un sang mêlé, ce qu'on appelle un sang mêlé. Il est issu de sang Atlante et de sang humain. Donc ça veut dire que le sang humain, il va venir l'affaiblir techniquement. Donc pourquoi est-ce que je suis censé croire qu'Aquaman, c'est un Atlante qui est supérieur aux autres, qui est plus fort que les autres? Tu vois, l'origine story, elle déconne. Et si on suit le raisonnement de James Gunn, il n'y a pas besoin d'origin story, vous connaissez l'histoire d'Aquaman? Eh bien non, je la connais pas l'histoire d'Aquaman du coup. Et pourtant, c'est moi qui vous dis ça les gars. Même quand tu considères être le plus grand spécialiste possible sur Superman, tu as besoin d'une origin story, tu as besoin de développement de personnages. J'ai entendu des âneries sur internet ces derniers temps, énormément. J'ai entendu comme quoi nous en tant que fans de comics, en tant que connaisseurs, on n'avait pas à demander, à réclamer du développement de personnages sous prétexte que ces personnages, on les connaissait. J'ai entendu ça vraiment. Vous êtes des fans de comics, vous les connaissez, arrêtez de nous casser les culs avec votre développement de personnages. Non, c'est pas aussi simple. Moi, j'ai besoin de développement de personnages pour m'attacher à eux. Tu peux pas te contenter d'extraire Lex Luthor des comics et de le mettre sur grand écran. Je vais t'expliquer pourquoi tu peux pas te contenter de le faire. Parce qu'il y a un acteur, il y a un visage, un vrai visage, qui s'appelle Nicholas Hoult. Donc je veux que Nicholas Hoult me parvienne à me convaincre que c'est Lex Luthor, que c'est pas Nicholas Hoult déguisé en Lex Luthor. Tu vois? Donc il doit le faire de par son interprétation, de par sa manière d'incarner le personnage, mais il doit le faire aussi de par l'écriture. Bon, ça c'est pas de sa faute, mais il doit le faire de par l'écriture. Il faut donner de la consistance. Tu vois?
Pourquoi est-ce que ce Lex Luthor il déteste Superman? Et bien ça on aurait pu le creuser dans une origin story, ou en tout cas dans un premier film, qui serait revenu grosso modo sur l'ascension de ces personnages. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison que j'ai énormément de mal avec ce que propose Gunn. De me balancer des mecs comme ça, regardez, ils sortent des comics, vous les connaissez. Mais putain, c'est pas simple comme ça. Pourtant, c'est un lecteur de comics, Gunn, il devrait le savoir que c'est pas aussi simple. C'est ça qui me sidère en fait. Concernant les Kent, par exemple. Moi, personnellement, ça m'a dérangé de pas être présenté à ces gens. Oz, tu nous casses les couilles, tu connais les Kent, tu sais l'éducation, quel genre d'éducation ils ont apporté à Clark. Alors oui, dans les grandes lignes, je le sais, mais une fois de plus, je répète, j'aurais voulu voir tout ça. Et c'est pas juste les quelques petites séquences à la fin, là, les petites séquences filmées avec le caméscope familial, pour moi ça ne suffit pas en fait, ça ne suffit pas. J'ai besoin du discours profond, d'une vraie réflexion. La petite scène où il est avec son papa, là, elle est très bien cette scène. Mais je suis désolé, ça reste quand même assez simple. Le discours, c'est quoi de Jonathan à ce moment-là? Peu importe qui tu es, en très gros, t'es défini que par tes actes. C'est un truc du genre. Oui, vous allez dire que tu confonds avec un autre film. Mais en très gros, c'est ce qu'il dit, quoi. Mais ça reste en superficie, ça va pas au fond des choses. Et puis moi, personnellement, je suis pas complètement d'accord avec ça. Comme on dit, les chiens font pas des chats. Que tu le veuilles ou non, tu as quand même un héritage, biologique, qui fait que, moi j'y crois vraiment à la génétique. Hein. Moi j'y crois que tu as des affinités parce que, je sais pas moi, par exemple, mon père a toujours eu une fibre artistique. Toujours. Bon, lui il est musicien. Moi la musique, j'adore l'écouter, mais je suis trop paresseux, je suis trop fainéant pour me mettre derrière une guitare et apprendre des tablatures, ce genre de trucs. J'avais déjà essayé de le faire, mais c'est une catastrophe et je suis pas fait pour ça. Par contre, j'ai l'oreille musicale. C'est pour ça que je vous casse les couilles avec les OST dans les films, les gars. Parce que j'ai chopé ça de mon père. Et pourtant, mon père, il m'a jamais donné une seule leçon de guitare, il m'a jamais donné un seul cours de musique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'y crois à la génétique. Il y a des choses qui se transmettent, pas par l'éducation, par les gènes. Ça revient en fait sur ce que je disais concernant l'héritage kryptonien de Kal. Et pour moi, c'est pour cette raison que... c'est pas que cette raison, mais le fait que Jor-El soit un kryptonien éclairé, ouvert par rapport à tous ses compatriotes, et bien il a transmis ça de par son sang à son fils, et c'est pour cette raison c'est aussi pour cette raison, devrais-je dire, que Clark Kent devient Superman, et qu'il a cette propension à faire le bien, à s'ouvrir aux gens. Voilà. Bref, du coup, ouais, les Kent, c'est dommage, parce qu'il aurait fallu en voir beaucoup plus. Martha. Pourquoi ils n'avaient pas d'enfants? Est-ce que Martha, elle était stérile? Généralement, c'est l'explication qu'on donne. Mais c'est pareil, ça va dépendre aussi des versions. Donc moi, j'ai envie qu'on confirme. Est-ce qu'il voulait à tout prix un enfant, mais qu'il ne pouvait pas en avoir? Parce que Martha était stérile, ou Jonathan, peu importe. Hein. Et de ce fait, il y a le côté vraiment, l'enfant tombé du ciel, quoi. C'est presque Dieu qui vous offre cet enfant, tu vois. Ou est-ce qu'ils n'avaient pas d'enfant juste parce que... ils n'en voulaient pas, et quand ils ont trouvé le bébé dans le vaisseau, ils se sont dit on va le garder parce que le pauvre, quoi, ça va être un rat de laboratoire si le gouvernement met la main dessus. Donc on va le garder un peu par dépit parce qu'à la base on voulait pas forcément de gosse, mais là on en a un et on n'a pas envie de lui réserver un sort funeste. Tu vois, tous ces petits détails qui peuvent te changer la compréhension, l'appréciation que tu vas avoir de personnages. Bref, pour cette raison, origin story. Oui, et oui, les petits gars, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir proche d'un personnage, de le comprendre en profondeur et surtout de construire l'univers qu'il y a autour. Voilà. Putain les petits gars, j'ai oublié de vous dire un truc, toujours concernant l'origin story, ça m'est revenu là sur la route, cette vidéo qui n'a pas de fin. Un truc aussi très important à mettre en lumière dans une origin story, c'est la manière avec laquelle le personnage va découvrir ses pouvoirs aussi. C'est ce que j'avais adoré dans les Spider-Man de Raimi, même dans Superman Returns, il y a ce côté-là aussi.
la petite séquence flashback quand il apprend à voler dans les champs de maïs. Enfin bref, moi et évidemment dans le Superman de Donner, moi aussi j'ai besoin de voir ça, j'ai besoin de voir le personnage qui maîtrise pas totalement ses pouvoirs pendant une courte séquence de 10-15 minutes, un training montage, parce que le training montage c'est la putain de vie. Et voilà, le training montage il participe à l'iconisation, tu vois. Voilà. Et le fait de voir un personnage découvrir ses pouvoirs en direct, comme ça, sous tes yeux, là, ça participe à l'iconiser. Et puis il y a aussi un truc on n'y pense pas souvent, mais dans quel ordre il les a développés, ses pouvoirs? Parce que c'est la thermovision qui est eu en premier. Tu vois, par exemple, chez Snyder, le super souffle, il est vachement absent. Donc tu peux imaginer que c'est le dernier pouvoir qu'il a développé. Et donc il ne le maîtrise pas plus que ça. C'est pour ça qu'il l'utilise jamais. Parce que forcément, le premier pouvoir que tu vas développer, c'est celui avec lequel tu vas avoir le plus d'affinité, c'est celui que tu vas maîtriser le mieux, et ça pourrait justifier pourquoi il y a peut-être un surplus d'utilisation de tel ou tel pouvoir en fait au sein de la saga, tu vois. Chez Snyder, le vol, ça arrivait très tard. Ou c'était chez Donner, je sais plus. Enfin oui, non, ça arrivait assez tard quand même, hein, le vol. Aussi bien chez Snyder que chez Donner. Est-ce que ce Superman il volait quand il était adolescent par exemple? Comme Superboy, tu vois. Enfin plein de questions auxquelles on n'aura pas de réponse du coup. Et putain, je trouve que c'est vraiment problématique. Et une fois de plus, ça nuit à l'intérêt que je porte à ce perso. Voilà. Ce coup-ci c'est vraiment terminé. Allez, ciao. Je vais manger ma pizza. Meow.